Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage. Aujourd'hui, embarqué avec Ombline. Avec son mari et ses 2 enfants, ils ont fait le tour de l'Atlantique en voilier. Elle va vous raconter pourquoi et comment on se lance dans un tel périple, leur vie quotidienne à bord, leur destination coup de cœur, mais aussi tous les enseignements tirés de cette aventure riche en émotions. Cet épisode est une invitation à lâcher prise et à renouer avec la simplicité. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour Ambline. Bonjour Camille, merci de me recevoir aujourd'hui. Comment te sens-tu aujourd'hui? Eh ben écoute, super bien. Je suis très contente, qu'on puisse enfin enregistrer pour un peu, raconter un peu notre voyage. Je suis contente de partager ça avec tout le monde et toute ta communauté, donc c'est très chouette. Eh bien merci à toi parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on essaye de se caler une date et je suis vraiment super contente de te recevoir parce que c'est une aventure qui est juste, incroyable et qui sort un petit peu de tout ce que j'ai pu, enfin de tous les invités que j'ai pu recevoir à présent sur le podcast donc encore merci à toi. Avant qu'on rentre, dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, à ta façon, comme tu le souhaites? Et là, ces derniers temps, j'aime bien demander aux invités de terminer leur présentation en me disant comment leur entourage les décrirait. OK, alors pas un exercice facile pour la deuxième partie, mais la première, du coup, je m'appelle Ombline. J'ai tout juste 28 ans. Je suis mariée avec Tugdual donc depuis, 5 ans, mais ça fait 10 ans, 11 maintenant qu'on se connaît. Et on est parents de 2 adorables enfants en toute objectivité. Donc Emar, notre aîné, un petit garçon qui va avoir 4 ans et Casti, notre, 2e, qui a 1 an et demi là. Voilà, dans la vie, je suis juriste, et Tugdual est ingénieur. Enfin, on a lâché nos boulots pour le voyage, mais on les a repris là depuis qu'on est revenus. Et puis, bah, comment mon entourage me décrirait? Alors, peut-être comme quelqu'un d'organisé, très organisé, peut-être parfois trop. Heu, J'aime beaucoup, mener plein de projets, j'ai toujours mis l'idée à la seconde, mais c'est ça qui me fait aussi vivre, donc je continuerai de le faire et puis, ouais, curieuse qui aime beaucoup aussi voyager du coup, enfin ça va un peu de pair et puis persévérante aussi donc face aux challenges, qu'on ne sait pas facile mais du coup ça on aura peut-être l'occasion de le détailler mais la persévérance, ça fait partie des choses qui me caractérisent, je pense aussi. Mais parfait, merci pour, cette présentation. Donc aujourd'hui, on va parler de ton aventure avec ta famille, 1 an autour de l'Atlantique. Donc on va peut-être revenir un petit peu en arrière, notamment parler tu mentionnais ton mari. Cette aventure, elle sort pas de nulle part. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu comment, en fait, en tant que famille, avec 2 enfants en bas âge, on se dit: «On va traverser l'Atlantique en bateau»? Ouais, bah, ça vient effectivement, c'est une longue histoire. Enfin, il y a eu du chemin entre, effectivement, l'idée et la concrétisation. En fait, donc Tugdual, mon mari, lui, c'est un marin. Il avait fait il y a longtemps, enfin, il y a 20 ans, il a fait un voyage avec, ses parents, un voyage incroyable qui l'a beaucoup, beaucoup marqué, en fait. Ils sont partis 2 ans, en voilier. Ils ont fait le tour de l'Amérique du Sud. Donc dans des mers qui étaient aussi difficiles, bon, lui, il était enfant, mais il avait entre 8 et 10 ans, du coup et c'est une expérience qui l'a beaucoup marqué, où il a vu aussi sa famille se souder, en fait, autour de ça. Il en parle encore aujourd'hui et c'est vrai que moi, depuis que je le connais, donc ça fait 11 ans maintenant, il m'a toujours dit, hein, dès le départ, mon rêve, ce serait de refaire ça avec ma famille, voilà. Bon, moi, je suis pas du tout un à un. Je ne connais pas entre guillemets, enfin voilà, j'allais au bord de la mer étant petite, je faisais de la planche à voile, mais ça s'arrêtait là. J'avais jamais fait de traversée, encore moins en haute mer, enfin, c'était inenvisageable pour moi. Donc dès qu'il m'en parlait, je lui disais: «Oui, oui, bah, en tout cas, ce sera pas avec moi», en rigolant, mais c'est vrai que enfin voilà, il continuait de m'en parler et puis, bon après on a eu nos enfants, on a eu Emar surtout, notre premier. Et puis on est parti avec lui faire j'ai «cédé» entre guillemets pour partir faire quelques jours, en Bretagne sur le voilier de son grand-père. Donc on était partis, on longeait la côte en fait, donc voilà, on était avec Emar et en fait j'ai trouvé que Emar s'adaptait vachement bien sur le bateau. En fait, bon, il avait 6 mois, donc en fait ce qui était chouette, c'est qu'on le mettait dans son transat.
et que, ben, on naviguait et que, ben, moi je savais qu'il était là, qu'il bougeait pas. En fait, j'ai trouvé ça très facile parce que je m'étais un peu fait une idée de emmener ses enfants. Non mais quelle galère, enfin c'est hyper risqué tout ça. Donc ça m'a un peu rassurée et puis j'ai trouvé ça très sympa. Donc c'est vrai que ça a semé, je pense, une petite graine. Tugdual a eu la «bonne idée» entre guillemets de m'emmener faire cette petite, croisière. Donc ça a semé une petite graine dans ma tête. J'ai gardé cette idée-là et puis je sais pas, peut-être 1 an après, bon, moi j'aime beaucoup voyager, donc en fait, enfin voilà, c'est le projet, vient enfin, ça rencontre aussi 2 choses qu'on aime beaucoup, la voile Portugal et le voyage pour moi, donc c'est pas anodin non plus, mais c'est vrai que de se lancer avec, entre guillemets «ce mode de transport-là», le voilier, je l'aurais pas fait si j'avais pas été avec Tugdual. Je pense que j'aurais fait ça en vélo ou à pied ou autrement. Mais du coup, là, c'est vrai que j'avais vite compris que si on voulait faire un projet comme ça, c'était en bateau ou rien et donc en fait, un jour, j'ai dit: «Oui», en peu sans réfléchir et puis, bah, en fait, Tugdual, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dès le lendemain, on lançait un peu le projet, puis du coup, on a préparé ça pendant 2 ans avant de partir. Oui, c'est une sacrée préparation, on se lance pas comme ça, dans une telle aventure parce que là, on va juste retracer les grandes lignes parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur cette aventure. Mais il a fallu donc, trouver un bateau, pouvoir l'équiper, peut-être que tu peux nous expliquer aussi, ce que tu as entrepris en formation? Parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent vont se dire, «Mais avec les enfants, comment on fait, d'un point de vue médical, est-ce qu'il faut être préparé même en navigation?» parce que comme tu le disais, toi ça restait quand même assez, nouveau, même si ton mari avait voilà de l'expérience là-dedans. J'imagine qu'on ne devient pas marin et qu'on n'apprend pas à manier, à manier un bateau, non, je sais même pas si ça se dit, mais voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Non, bien sûr, bah, c'est sûr qu'effectivement, c'est un projet qui se prépare. Nous, bah, on a voulu y consacrer 2 ans, mais bon, c'était pas enfin, on travaillait, donc c'est pas non plus 2 ans à temps plein non-stop, hein. Mais c'est vrai qu'encore plus, j'ai envie de dire, quand on a des enfants, on a encore plus envie de bien faire et d'être responsable et du coup, il y avait tout un tas de choses qu'on avait mis en place pour bien se préparer. Bah, il y avait toute la préparation effectivement, on va dire, très concrète, matérielle, tout ce qui était bateau, équipement, tout ça, ça c'était, plutôt Tugdual qui s'en occupait, avec aussi les conseils de ses parents qui avaient un peu d'expérience. Et puis après, il y avait toute la enfin, on va dire la préparation un peu plus théorique pratique avec effectivement, moi j'ai passé une formation, médicale. Donc, j'ai été à la Grande Motte pour, pendant 2 jours pour la pratique parce qu'après il y avait enfin avant, il y avait une petite formation, théorique où donc qui rappelait aussi tout ce qui était gestes de premiers secours et cetera. Mais ce qui était bien à la Grande Motte, c'est qu'on peut apprendre aussi les gestes, un peu, bah, d'urgence et puis par exemple aussi, bah, pouvoir faire des sutures, enfin voilà, tout des gestes qui pourraient être nécessaires, quand on est en situation d'isolement en pleine mer où on n'a pas les secours à proximité ou en tout cas qui peuvent mettre très, très longtemps à arriver. Donc ça, c'était pour moi, un enfin ça me rassurait beaucoup de la faire et on trouvait que c'était important. Et puis comme ça, on a pu aussi constituer toute une pharmacie de bord qu'on a embarquée. Donc ça, c'était important et puis après, pour tout ce qui était, bah, formation sur le bateau, on a fait plusieurs sorties avec Tugdual où du coup, il m'a un peu coachée. C'est un peu c'était lui un peu qui m'a appris. Sachant que quand même, après on s'était un peu répartis les rôles de toute façon. Enfin, pendant le voyage, Tugdual, c'était vraiment le capitaine du bateau. Donc c'est lui qui gérait le bateau, qui prenait les décisions, qui regardait la météo et cetera et moi j'étais, plus, la responsable, on va dire, intendance, enfant, organisation du bateau à l'intérieur, on va dire et puis je secondais, bien entendu quand il y avait besoin sur les manœuvres, tout ça. Et j'imagine que mine de rien l'histoire de, voilà, Tugdual qui a voyagé avec ses parents, eux c'était sur 2 ans. Ils sont partis avec une très grande famille. Tu peux peut-être rappeler combien ils sont dans sa famille? Ouais, ils sont 7 enfants maintenant, mais en fait, quand ils sont partis, ils étaient 5 et le sixième est né pendant le voyage. Oui, ce qui est incroyable et je me permettrai de mettre dans l'épisode, le lien vers le livre que ta maman a Ouais. écrit qui raconte cette aventure, tout aussi, incroyable. Est-ce que, c'était peut-être un mix entre, admiration, héritage de cette histoire familiale et peut-être une pression inconsciente de se dire: «Oh là là, mais sa famille a fait une telle traversée aussi», je sais pas, est-ce que toi tu y pensais, régulièrement pendant cette aventure?
Oui, bah, après c'est vrai qu'au départ, c'était pas facile, enfin, en sachant aussi que, du coup, bah, mes beaux-parents avaient fait ça il y a 20 ans, il faut aussi réussir à trouver notre place et du coup à créer aussi une certaine singularité autour de notre voyage parce que du coup, oui, bah, on fait entre guillemets «comme ont fait ses parents», mais déjà on a un trajet qui était différent, et puis on est aussi une famille différente, avec, bah, une histoire différente et du coup on voulait aussi, on est enfin, évidemment, entre guillemets, on s'en servait de modèle, il y a une très grande admiration et on avait envie aussi de vivre notre voyage et notre histoire. Tout en effectivement, en s'inspirant et en recevant des conseils qui étaient très précieux parce que c'est sûr que ça nous a beaucoup aidés. Enfin moi j'étais toujours rassurée que mon beau-père, soit un peu derrière, pour, les décisions de fenêtres météo, qu'il fallait prendre ou pas prendre, enfin voilà, ça c'était, c'est sûr que c'était précieux. Mais oui, on avait quand même envie de vraiment, vivre notre truc, 20 ans après, Portugal qui lui du coup, a vécu les 2 choses, mais en tant qu'enfant, il y a 20 ans et en tant qu'adulte et ça, il le dit très bien et encore maintenant avec du recul, c'est très différent, en fait, parce qu'en tant qu'enfant, lui, il se posait pas de questions, il avait jamais peur. Même quand, il entend ses parents raconter: «Ah bah, à tel moment, c'était horrible, on avait peur, c'était la panique». Lui, il se souvient du moment dont il parle et en fait, il se dit: «Me moi, j'avais pas peur du tout, je jouais avec mes Playmobil et je voilà, je» et puis on porte pas, enfin, ouais, on il y a une sorte d'inconscience, mais d'innocence quand on est enfant et là, Tugdual l'a vécu en tant que capitaine, donc charge de famille, enfin, chargé de famille aussi et il dit: «C'est pas la même, c'est pas aussi reposant effectivement et puis c'est pas oui, c'est pas les mêmes responsabilités, mais c'est ça qui est très riche et qui fait grandir aussi». Totalement. Et en parlant de peur, est-ce que toi tu avais des inquiétudes, avant de partir? Ouh là! Oui, évidemment, j'avais beaucoup, beaucoup d'inquiétudes parce qu'en plus je suis quelqu'un de parfois angoissée de nature donc en fait, surtout que c'est l'ironie du truc, mais c'est que moi j'ai peur de l'eau à la base, enfin dans le sens les fonds marins et tout ça, c'est pas du tout, du tout mon truc. Donc encore plus marrant de se lancer dans ce genre d'aventure. Mais du coup, ça a été un challenge et c'est très amusant parce que personne ne m'y voyait. Tout le monde se foutait un peu de moi, gentiment, en me disant: «Oui, non mais toi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas et tout ça, dans au milieu de l'eau là?» Et du coup, j'étais encore plus fière et de montrer aussi, bah, en fait, on peut être là où on nous attend pas. Parce que moi-même, enfin, enfant ou même il y a 10 ans, je me serais jamais dit, «Je vais faire ça un jour dans ma vie». Un voyage peut-être, mais pas un voyage en bateau comme ça et du coup, c'est une chouette revanche et de se dire, bah, voilà, il faut aussi, se dire dans la vie, il y a rien de préécrit, on peut se lancer dans des trucs, sur lesquels on nous attend pas, en fait. Donc ça, j'ai été agréablement surprise de moi. Mais oui, les enfin, j'avais peur, bah, de l'isolement surtout, on va dire quand on est, bah, par exemple, la transatlantique aller, donc qui dure 17 jours. Donc on traverse l'Atlantique vraiment du Cap-Vert jusqu'à la Martinique et quand on est en plein milieu, la terre la plus proche est à 10 jours de mer. Donc en fait, ben, c'est compliqué. Vous vous dites: «S'il y a un problème, ben, pour venir nous aider, si c'est très long, voire si ça n'arrivera pas». Donc en fait, c'est vrai que vraiment cet isolement-là me faisait un peu peur, cette question de on se débrouille un peu, tout seul. Donc ça, c'est vrai que ça me faisait un peu peur, surtout, bah, vis-à-vis des enfants et tout ça, si on avait des problèmes enfin moi, c'était surtout la santé, les problèmes, autour de la maladie, des blessures, des bobos, tout ça. Ça me faisait parce que bon, je suis un peu hypocondriaque aussi, donc je pense que du coup, j'avais un peu peur de ça. C'était surtout ça et puis ouais, d'être entourée d'eau, par moments. Mais du coup, j'ai enfin, en fait, j'y ai pas trop pensé, les fonds marins et tout ça, ça m'impressionnait. En fait, quand on était dans le bateau, j'y pensais pas. Ou alors dès que j'y pensais, je chassais vite l'idée de ma tête, mais ça finalement, ça a été. Ça a été une belle invitation à lâcher prise en fait, cette aventure. Ah ouais et ça c'est ce que ça enfin, c'est très chouette parce que ça apprend le lâcher prise et quand on est un peu, effectivement donc quand on aime un peu tout maîtriser dans le contrôle et tout ça, je trouve ça très chouette parce que le voyage dans sa globalité apprend vraiment à lâcher prise et c'est hyper important et du coup on en retire aussi plein de choses donc non ça c'est un très bon point. Donc là, tu mentionnais un petit peu des étapes de votre itinéraire. Est-ce que tu pourrais nous donner les grandes lignes, en fait, de ce que vous étiez fixé comme plan pour votre route? Ouais, bien sûr. Alors du coup, effectivement, on était parti avec, ben, voilà, des grandes étapes. Après effectivement, dans un voyage comme ça, comme on est très tributaire
météo et tout ça, il faut que ça reste une idée et qu'on soit prêt aussi à adapter, ce qu'on a dû faire plusieurs fois pour, et en fait, ça amène aussi à d'autres choses et des belles surprises. Oui, très grossièrement, l'idée qu'on s'était donnée, donc on partait de Bretagne, donc on est parti en août 2024. Ensuite, on a traversé le golfe de Gascogne jusqu'au en Galice, enfin à la Corogne en Espagne. Donc là, on a découvert un peu toute la Galice, et puis ensuite on est descendu au Portugal. Donc là, on a découvert en très gros, Porto et Lisbonne, mais d'autres villes très sympas aussi moins connues. Ensuite, on a été à Madère, donc ça, c'était un gros coup de cœur, Madère, on a beaucoup aimé. Ensuite, les Canaries, donc là, on a fait plusieurs îles, on a fait La Graciosa, Grande Canaria, Tenerife et La Gomera. Ensuite, on allait découvrir le Cap-Vert, donc là, pareil, on a fait plusieurs îles et puis après, bah, c'était la grande étape, le gros challenge du voyage, c'était la traversée de l'Atlantique, donc depuis Mindelo au Cap-Vert jusqu'à la Martinique, dans les Antilles. Et donc une fois arrivé dans les Antilles, c'était très chouette parce que là, du coup, l'idée, c'était de découvrir les grosses îles principales, Guadeloupe, Martinique, mais on s'est laissé la possibilité d'en découvrir plein d'autres aussi, qui étaient très chouettes. Donc il y a eu les Grenadines, on a été, en Dominique aussi. Différente de la République dominicaine, parce qu'on ne connaît pas la Dominique. Souvent quand on disait ça, on disait: «Ah, vous allez en République dominicaine», ça n'a rien à voir. C'est vraiment une île qui est entre la Guadeloupe et la Martinique et ça pareil, un très gros coup de cœur. C'était très chouette. On a été à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Kitts et Nevis qui sont des îles, anglaises, pas très connues et puis ensuite on a traversé dans l'autre sens, bah, pour revenir, à la fin du voyage, on a fait donc une traversée Guadeloupe, les Açores et après aux Açores, on a découvert, avant de rentrer en Bretagne, on a découvert plusieurs îles aux Açores et puis après, bah, du coup en juillet 2025, on était de retour en Bretagne, la boucle était bouclée. Incroyable parce que du coup, tout ça, ça vous a pris, 11 mois si je me trompe pas? Oui, c'est ça. Bah, on est parti le 10 août 2024, on est revenu, ouais, c'est ça. Ouais, tout juste 11 mois. C'est fou parce qu'en fait, il me semble que tu le disais dans une autre interview, on pense, navigation, on pense à cette transatlantique, mais en fait, on oublie peut-être un peu que c'est la navigation, c'est 20 du voyage et 80 en fait, ça reste de la découverte, de culture, de paysages. Mmh. Bah, d'ailleurs, c'était le but et c'est aussi pour ça que moi j'ai accepté de me lancer là-dedans. C'est qu'effectivement, le bateau, c'est notre moyen de transport, c'est notre lieu de vie, mais enfin, il sert à nous emmener d'un endroit à un autre, entre guillemets, mais le but, c'était vraiment de découvrir, d'autres cultures, d'autres paysages, enfin voilà, d'aller, vraiment, aussi, faire découvrir à nos enfants, oui, d'autres choses et ouais, je pense qu'effectivement, ça représente bien 80 du temps, on était en escale, en visite, en randonnée, à la rencontre des populations locales et 20 du reste du temps, en fait, on était en navigation. Mais le but, c'était vraiment de voyager, en fait, avec, tout comme on le ferait avec un camping-car, voilà. C'est juste que là, bah, notre mode de transport, c'était un bateau, donc c'est un peu particulier, effectivement. Est-ce qu'il y avait des destinations où tu avais hâte, de découvrir, ce que ça pouvait te réserver? Parce que donc, si on garde en tête les grosses étapes, donc il y a Espagne, Portugal, les Canaries, il y avait Madère avant, ensuite, il y a la Martinique, toutes ces îles autour où même, tu vois, tu as cité des noms d'îles qui sont effectivement, très peu connus. Est-ce que ça, vous aviez un petit peu, anticipé les endroits où toi tu t'étais dit: «Ah moi je veux absolument aller dans tel endroit», et il y a peut-être eu des belles surprises, comme tu disais, certains endroits qui étaient des coups de cœur? Ouais, en fait, on avait quand même anticipé, bah, du coup, les grandes étapes et moi, pour, un peu pratico-pratique, parce que j'aime bien, organiser comme j'ai dit, j'avais quand même anticipé alors j'avais acheté un guide, de voyage pour chaque grande destination, on va dire et puis je m'étais fait un peu voilà, un peu qu'est-ce qu'il y a à faire et cetera, dans chaque destination, mais tout en me disant qu'il fallait aussi rester, c'est ce que je disais tout à l'heure, très libre, enfin, faut garder une certaine liberté aussi sur, enfin, sur ce qu'on va faire, dans une destination parce que parfois, effectivement, on voit, bah, il y a tel truc, tel truc, tel truc à faire. La particularité du voyage en bateau, c'est que parfois on voyage un peu, du coup, hors des sentiers battus. On va dans des endroits qui ne sont pas forcément accessibles, qui sont accessibles que par la voie, que par la mer, mais du coup, on arrive dans des criques et cetera
Mais du coup, on découvre d'autres choses qui sont très chouettes, qui sont un peu, effectivement, hors des sentiers battus. Mais du coup, il faut être prêt à aussi, vivre un voyage un peu autrement qu'en respectant, les grandes étapes de ce qu'on voit dans les guides touristiques. Mais voilà, on voulait un petit peu mêler les 2. Donc ça, c'est ça qui était très sympa, en fait. Et puis du coup, on a eu aussi, bah, des destinations qu'on voulait découvrir et dont on attendait beaucoup. Par exemple, la Martinique, moi j'avais ou la Guadeloupe, bah, on en entend beaucoup parler, c'est des destinations connues et j'ai pas été déçue. Mais d'autres îles, par exemple, bah, là, je reste un peu dans les Antilles, mais par exemple, la Dominique, je savais en faisant les étapes que c'était une île, voilà, mais je m'étais pas dit, particulièrement: «Ça va être un truc, de ouf» et puis en fait, bah, c'est une de nos îles préférées dans les Antilles et c'est un gros coup de cœur du voyage parce qu'en fait, justement, comme on nous enfin, entre guillemets, on quand on va sur internet, tout ça, on nous vend pas le truc, il y a pas beaucoup de monde qui allait là-bas, bah, on peut se faire sa propre idée et du coup, il y a pas de déception en se disant: «Ah bah, on nous a dit qu'il fallait faire tout ça et bah, en fait, on trouve pas ce qu'on a envie». Là, en fait, on s'attend à rien, entre guillemets, parce qu'on sait pas et en fait, on arrive dans une île comme la Dominique, qui est une île hyper authentique, qui est pas une île, française en plus, du coup, bah, c'est forcément, il y a un choc culturel un peu plus grand et où on est en pleine jungle et où on se fait sa propre idée. On va un peu voir les locaux pour leur demander quoi faire et cetera et en fait, c'est ça qui est très sympa aussi. Mais du coup, on a beaucoup aimé mêler un peu enfin voilà, les 2, un peu cette préparation où on fait un peu les trucs à voir et cetera et aussi se laisser guider, porter, bah, par les locaux, par nos intuitions, par les occasions, quoi. Et les locaux justement, ils étaient pas surpris dans certaines îles de vous voir arriver comme tu l'expliquais, un petit peu hors des sentiers battus, que c'était pas, voilà, le groupe touristique, qui arrive de l'aéroport et ainsi de suite, mais juste vous avec, votre bateau comme ça devait, j'imagine peut-être, je dirais presque renforcer le lien en fait quand vous échangez avec eux, tout de suite ça donne matière à discuter, on va dire. Bah, j'ai envie de dire, ça dépend un peu des endroits parce que quand même, on est quand même beaucoup de bateaux à faire ce tour. Ça peut être un peu étonnant, mais on est beaucoup de bateaux et beaucoup de familles surtout. Je pense que là, on devait peut-être un peu être à peu près, une centaine de familles françaises à faire ça. Peut-être un peu moins, mais en gros, l'idée, c'est qu'on est quand même nombreux. Donc en fait, les endroits, après, on se les recommande entre bateaux, donc on n'est jamais vraiment tout seul dans une crique. On peut être plusieurs bateaux. Donc j'ai envie de dire, ça dépend un peu et du coup, les locaux, comme ça fait quelques années que déjà ce tour de l'Atlantique-là se démocratise, en voilier. Ça fait déjà plusieurs années que les locaux, entre guillemets, ils voient des bateaux arriver, mais effectivement, on n'est pas vu forcément comme d'autres touristes qui arriveraient par la voie aérienne ou autre. Mais du coup, effectivement, il y a quand même, la simplicité, ce qui fait que nous aussi en voilier, on a une vie plus simple, aussi, enfin, je trouve, enfin, en tout cas, nous, ça a été le cas pour nous. Mais du coup, le contact, on se sent plus proche d'eux. Enfin, je trouve que le contact passe peut-être plus facilement que si on était venu comme ça en voyage touristique, donc ça, effectivement, par moments, enfin, j'ai été frappée. Mais après, en fait, je pense que sais pas si c'était tellement une question de on venait par voilier ou autre, je pense que c'est eux qui ont une simplicité du contact dont on a à apprendre aussi et que nous, enfin, moi personnellement, ça m'a appris beaucoup dans la simplicité des relations humaines. On a eu beaucoup de simplicité à rentrer en contact avec eux, qui étaient toujours curieux d'apprendre à nous connaître, mais je me demande effectivement si ça vient pas d'eux tout simplement qui peuvent être comme ça avec tout le monde ou si c'est parce qu'on venait dans un cadre un peu particulier en voilier. Ça je sais pas très bien, mais en tout cas, on a fait des rencontres incroyables et ça, c'était génial. Et c'est incroyable que tu nous racontes, que de plus en plus de familles se lancent dans une telle aventure. C'est vrai que, mais voilà, je suis un petit peu, certaines familles qui partent, mais j'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de familles qui entreprenaient une telle aventure aussi. Si, bah, on est nombreux, il y a des familles, mais il y a aussi, des jeunes ou des personnes qui sont retraitées, qui se lancent dans l'aventure à ce moment-là. Mais du coup, c'est assez riche parce qu'on fait des rencontres un peu de tous âges, enfin, tout est assez confondu. Donc ça, c'est très, très intéressant et c'est très riche parce qu'on noue des amitiés, des relations qui sont pas celles qu'on pourrait faire, ou nouer en France. Mais du coup, c'est ça qui est riche. Et en fait, c'est aussi un point du voyage qui est très chouette, c'est qu'on n'est jamais seul. En fait, on pense quand on part dans un voyage comme ça qu'on va être seul sur notre bateau et cetera. En fait, on n'est jamais seul, on est beaucoup à se suivre du coup dans les étapes et il y a une solidarité qui est incroyable entre bateaux
bah, en fait, on a un problème, la question se pose pas, j'ai une pièce dont tu as besoin, peu importe sa valeur en fait sur le marché, beh, je vais te la prêter ou je te la donne et puis, bah, tu me rendras un autre service. Je me souviens, enfin, j'ai un exemple, très très concret, mais on avait des copains à qui il manquait une voile pour faire la transat retour. Du coup, ben, nous, on en avait une en trop et on se dit: «Bah, en fait, elle nous sert à rien». Alors oui, c'est sûr que peut-être qu'elle pourrait nous servir si nous-mêmes, on a un problème avec une de nos voiles. En fait, on s'est dit: «Bah, eux, ils n'en ont pas, bon, bah, on leur donne» et puis, bah, eux, ils ont vu qu'on n'avait pas de poussette pour notre fille, enfin, on en avait plus, on était en galère, bah, ils avaient une poussette en trop parce que leur fille s'en servait plus, bah, ils nous ont donné. Mais enfin, voilà, c'était même pas un échange, nous, on n'attendait rien en retour, mais c'est vraiment et je sais même pas si à terre, on ferait ça avec des gens qu'on connaît pas, en fait et c'est du coup, c'est très chouette parce que, ouais, on a une solidarité, on est très entourés, on se sent jamais seul dans des prises de décision quand on veut s'engager parfois, dans une traversée, on n'est pas sûr, ben, on va voir les copains, on leur dit: «Bah, vous, qu'est-ce que vous feriez?» et cetera. Donc ça, c'est vraiment un point très chouette du voyage, c'est oui, on est toujours entouré, quoi. De près ou de loin, du coup. Et tu vois, tu nous racontes ça et je me dis, j'ai l'impression en fait que quand, on est à l'étranger, peu importe que ça soit, je sais pas, pour, les études, pour un travail ou autre, qu'il y a vraiment quelque chose de différent dans les amitiés qu'on crée et comme si ça enlevait un peu une barrière, j'ai l'impression, qu'on aurait, sur place. Mais voilà, pardon, c'était ma petite pensée. Non, non, mais c'est vrai, hein, c'est frappant. Enfin, je trouve qu'effectivement, il y a plus de barrières, comme tu dis et puis, oui, il y a une simplicité dans la relation humaine, mais parce que je pense qu'on vit des choses intenses de nos vies qui nous rassemblent, en fait et qui nous font oublier les barrières qu'on a, mais parfois à tort, je pense, hein, ici ici en France ou ici à terre. Mais, dans le sens où oui, enfin, là, on rencontrait des Français, on les avait jamais vus, on savait même pas qui c'était. On les croise: «Ah, vous êtes Français? Bon, bah, venez, prendre l'apéro sur notre bateau ce soir. Mais quelque chose qu'on ferait pas dans la rue. Enfin, je veux dire, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, comme on partage, bah, la passion de la voile, la passion du voyage, on vit des moments forts et ben, en fait, ça nous rassemble très vite et cette simplicité des relations, elle est, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris de notre voyage et qui nous marque, qui nous a marqué à tel point qu'aujourd'hui, on a envie de garder cette simplicité du contact-là en France. C'est pas toujours on en reviendra peut-être après, mais c'est pas toujours facile parce que, nous, on revient avec ce bagage-là et puis, bah, en France, bah, c'est resté aussi par moments comme c'était, avant qu'on parte. Donc c'est pas toujours simple de vouloir, enfin, voilà, adopter cette simplicité-là, à terme maintenant. Je vois complètement et c'est drôle que tu parles de ces apéros parce que j'ai vraiment l'impression que ça a l'air d'être, un petit peu, l'étape essentielle en fait dans toutes ces communautés parce que même tu vois, quand, la belle famille de enfin la famille de ton mari, s'est lancée dedans il y a plus de 20 ans, dans le livre, elle le raconte aussi que en fait, c'est très: «Oh ben voilà, on croise une famille, ah ben ce soir apéro, tous les enfants jouent ensemble, il y a du saucisson qui a été ramené dans les cales». Enfin, c'est vraiment Ouais. le Promis, on n'a pas fait que des apéros pendant 1 an, promis, mais on en a fait beaucoup, c'est vrai et oui, c'est vraiment cette simplicité. On arrive à bord, chacun ramène un truc, enfin, je me souviens, j'ai un moment qui me marque, mais parce que je pense que c'est une des anecdotes assez marrantes de notre voyage. C'est, en fait, on était donc on était sur la plage avec les enfants en Dominique, justement, et il y a une famille qui passe, qui doit nous entendre parler français et qui nous dit: «Ah mais vous êtes des Français?» Ils avaient eux-mêmes des enfants. «Ah ben attendez, on va boire un verre avec d'autres Français au bar là, venez». Donc on va boire un verre avec eux, très sympa. Ils nous disent: «Bon bah pour la suite, on va dîner, bah tout le monde, enfin venez tous dîner sur le bateau». Donc en soi, on les connaissait depuis 1 heure quoi, mais bon, tellement sympa donc on y va. Ils disent: «Bon bah chacun ramène un truc, toi tu ramènes les pâtes, toi tu ramènes le gruyère, toi tu ramènes le pesto et tout ça». On arrive sur leur bateau, donc chacun ramène, vraiment un truc hyper simple, hein, mais voilà. Ils font un énorme saladier de pâtes, mais un peu, enfin vraiment un énorme plat. Ils donnent une cuillère à soupe à chacun. On vide pesto, gruyère, machin et on mangeait tous dans le même plat. Mais en fait, lumière, parce que du coup, on ne connaissait pas, ces gens, il y avait pas de barrière, enfin dans le sens où, bah, il y a pas de: «Oui, on met une jolie table et tout ça», voilà, c'était vraiment genre simple et en fait, on a passé un moment incroyable et c'est très drôle de se dire: «Mais c'est des gens qu'on connaît pas et on partage, vraiment, bah, dans le même bol, quoi». Mais c'est très sympa et en fait, ça ouais, ça décomplexe aussi un peu les parfois, tout ce qu'on se fait de: «Il faut recevoir comme ci, comme ça», ce qui est très bien. Mais du coup, là, en fait, on a passé un moment tout aussi chouette, quoi, donc c'est marrant.
J'aime beaucoup, beh, merci de nous avoir partagé cette anecdote et par rapport à votre quotidien, j'ai cru comprendre aussi que ça venait un petit peu chambouler, nos habitudes, j'ai envie de dire, parce que quand vous êtes partis, vous vous dites, enfin j'imagine, on peut pas tout amener, il faut prendre que l'essentiel, je me doute et ça doit peut-être chambouler un petit peu ou pas du tout? Ah si, bah, au niveau des habitudes, faut réapprendre, on va dire, un quotidien un peu différent. Surtout pour nous adultes parce que les enfants, bah, du coup, Emar, il avait 2 ans et demi quand on est partis et Castille, elle avait 4 mois. Donc eux ne se posent pas de questions, c'est-à-dire qu'un enfant, en fait, il s'adapte et il avait là, en l'occurrence, ils étaient avec leurs parents toute la journée et donc il y a une sorte de sécurité. Donc eux ne se disent pas, «Je dois apprendre à vivre autrement». Ils avaient quand même leurs jeux, hein, on avait pris, enfin, je veux dire, on n'avait pas négligé sur les jeux, entre guillemets, bon, bah, enfin, on avait éliminé ce qui était un peu superflu, mais sinon on leur avait pris leurs jeux pour qu'ils aient vraiment ils avaient chacun une cabine dans le bateau avec, bah, on leur avait mis des photos. Enfin voilà, on voulait vraiment recréer leur espace pour qu'ils se sentent quand même, chez eux et qu'ils aient leur chambre et dans le bateau, on avait créé même pour nous, hein, je veux dire, bah, c'était chez nous, donc on a emmené, beaucoup de choses. Après, c'est sûr que, bah, par exemple, moi qui aime beaucoup, les fringues, bah, on part pas avec, toute sa garde-robe. On prend des maillots de bain, ça à la limite on peut en prendre plusieurs, mais on va pas prendre 15 000 shorts, 15 000 trucs. Il faut aller à l'essentiel et ça, c'était un travail qui était très difficile pour moi, parce que quand j'avais préparé un peu mes trucs à emmener, je pense que Tugdual, mon mari est arrivé, il a dit: «Alors là, tu prends le tiers de ce que tu as préparé». Là, je dis: «C'est pas possible». Je fais: «Pff». Il me dit: «Si, si, là, en fait, ça ne va servir à rien» et en fait, c'est vrai parce qu'en plus, les habits qu'on emmène, bah, ils sont vite cramés par le soleil, par le sel, donc faut pas prendre trop d'affaires précieuses. Mais sinon, quand même, dans notre bateau, on transporte un peu notre vie, donc on et puis un bateau, ça a plein de recoins, donc on peut vraiment manger plein de choses, plus que l'on ne pense. Donc voilà, le but, c'était de partir avec que l'essentiel, mais quand même qu'on puisse se sentir chez nous. Mais du coup, oui, c'est sûr qu'on voilà, on est quand même plus simple aussi, bah, voilà, dans l'habillement. Enfin, le matin, on enfile un maillot de bain, un short, enfin voilà. Enfin, là-dessus, il y a quand même beaucoup plus de simplicité qui se crée, mais quand même, on voulait que, voilà, chacun trouve quand même ses marques et que le quotidien soit pas trop difficile, à appréhender et pour les enfants, ça a pas du tout été le cas parce qu'ils sont adaptés en 2 secondes. Nous, bah, forcément, au départ, faut apprendre un nouveau quotidien, une nouvelle organisation, en fait. Et ça, on en reparlera peut-être un petit peu quand on parlera de votre, retour, mais est-ce que c'est quelque chose où vous vous êtes dit: «Ah ben au final cette simplicité c'est juste, l'essentiel, on n'a pas besoin de plus» et quand vous rentrez se dire: «Ah ben peut-être que tout ça en fait c'est du superflu, on se prend la tête pour, voilà, pour plein de choses au quotidien et en fait on a peut-être besoin juste de la base», enfin je Oui, enfin vraiment, enfin ce mot simplicité, je pense que je vais le dire 15 000 fois dans l'enregistrement du podcast, mais la simplicité, on l'apprend aussi sur, ouais, sur se contenter de peu. Parce que parfois on prend par exemple, je prends l'exemple de la douche, c'est très bête, hein, mais en fait, on a accès à l'eau en France, on se pose pas trop de questions et cetera. Nous, on sur notre bateau, on avait des réservoirs, je crois que c'était 400 litres au total d'eau pour boire, faire la vaisselle, heu et se doucher. Alors, il y a des endroits où on peut tout entre guillemets, quand on est au port ou proche des côtes, on peut toujours remplir ce réservoir et du coup avoir des douches, bon, l'idée c'est pas de cramer de l'eau inutilement et ça, c'est un très bon apprentissage. Mais, l'idée c'est quand on était en situation d'isolement, par exemple pendant la traversée de l'Atlantique, pendant 17 jours, on a 400 litres d'eau pour 17 jours ou plus. On ne sait pas exactement combien de temps ça va être, mais c'est au moins 15 à 20 jours. Et ces 400 litres d'eau, pour donner une idée, je crois que quand on prend un bain, c'est entre 150 et 200 litres d'eau. Voilà, donc c'est juste parce que je me rendais pas compte et en fait, nous, on est partis avec ça, pour se doucher, se laver, enfin oui, se laver, boire et faire la vaisselle. Donc forcément, on met des astuces en place pour économiser cette eau parce que, bah, du coup, on va faire la vaisselle à l'eau de mer et on rince un tout petit peu à l'eau douce avec un brumisateur, par exemple. On va, bah, me prendre des douches qu'à l'eau salée et se rincer à l'eau douce, mais on va pas les prendre tous les jours, on va les prendre tous les 4, 5 jours, voilà, hein, et on met en place des petites astuces. Mais du coup, quand on arrive à terre et qu'on prend une douche, même si elle dure 2 minutes, on se rend compte, en fait, de la chance qu'on a et en fait, on se dit: «Mais ouais, on se contente de peu, juste une petite douche de 2 minutes, même pas chaude, hein, parce qu'on prenait pas des douches chaudes, mais c'est pas grave, on était trop contents et trop heureux et du coup, c'est la simplicité de réapprendre à aimer les choses, simples du quotidien et de parfois se dire, bah, c'est comme ce que je disais, tout à l'heure par rapport à l'anecdote, c'est, bah, on est avec des amis, on s'en fiche d'avoir un repas,
3 étoiles, juste on est là ensemble et ça c'est chouette et on a de la chance et pareil quand on est avec nos enfants, même si parfois ils nous fatiguent pendant le voyage, on était tout le temps avec eux et c'était fatigant. Mais à des moments, on était tous les 4 sur la plage et en fait, même si nous c'était difficile et parfois ils nous menaient en bateau, il y a pas de mauvais jeu de mots, mais du coup, on se retrouve tous les 4 et on se dit: «Bah, juste, ouais, les moments simples comme ça, c'est tellement important» et on réapprend à les aimer aussi ces moments simples, là, parce que parfois on dans un peu le toujours plus, dans un peu tout ce qu'on fait et puis on est dans une société qui est un peu comme ça maintenant et du coup, c'est un bel apprentissage, je trouve. Donc là, tu nous reparlais des enfants et j'aimerais bien te poser quelques petites questions parce que, au-delà du fait que, comme tu le disais avec un grand sourire, c'est pas tous les jours, simple de faire un tel voyage avec des enfants en bas âge. J'ai l'impression aussi qu'ils vous ont appris beaucoup de choses. Donc tu parlais de cette simplicité. Est-ce que tu peux nous partager, cette source d'inspiration en fait qu'ils ont pu être, pendant ce voyage? Ouais, bien sûr, je vais partir d'un exemple très concret, mais qui, nous a beaucoup appris, je pense, parce que les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Sur la transatlantique aller, donc quand on a fait, Cap-Vert, Martinique, donc c'était 17 jours. C'était 17 jours qui étaient pas faciles, parce qu'on a une mer qui était difficile. C'était pas dangereux en soi, mais on a eu beaucoup d'orages, donc des moments un peu de solitude où en tant qu'adulte, on a peur, et enfin voilà et donc c'est oui, puis en fait, on vivait pas confortablement parce qu'on était secoués dans tous les sens, enfin bon, c'était vraiment difficile par moments. Le premier jour, j'ai dit à Tugdual: «Ça va être comme ça encore combien de temps?» Il m'a dit: «Bah, encore 16 jours». Là, je pense, je suis partie pleurer dans ma cabine parce que je me suis dit: «Mais comment on va tenir?» Et en fait, en plus, c'est fatigant parce que du coup, on fait des quarts de surveillance la nuit, donc on avait un copain avec nous, donc on se relaie. Mais bon, le matin, du coup, on est fatigués. Eux, les enfants dorment très bien, donc à 9 heures, ils se réveillent et eux, ils ont fait une super nuit, donc ils sont en pleine forme. Nous, non. Nous, non. En plus, on est fatigués, bah, entre guillemets, «on subit plus un peu l'organisation des repas et cetera» qu'eux. Mais en fait, ce qui était très intéressant, et je pense que c'était essentiel et c'est ce qui nous a fait tenir aussi, c'est que eux, bah, ils se lèvent, ils sont joyeux, ils ont envie de rigoler, ils ont envie de faire plein de trucs et nous, bah, du coup, ça nous force. En fait, on se dit: «Bah, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut s'en occuper». Ils sont en l'occurrence, en plus, les nôtres étaient quand même vraiment petits. Donc bah, eux, ils ont faim à midi, il faut leur faire leur repas. Ils ont envie de rigoler, ils ont envie de lire des livres avec nous. Bah, du coup, ça nous tient debout, en fait et des moments où on a envie parfois de se laisser aller, de se dire: «Bah, non, mais là, j'ai 17 jours encore comme ça, mais j'ai envie de me mettre dans mon lit, j'ai plus envie d'entendre parler de ce voyage et tout ça». Mais en fait, eux, ils nous ramènent aux choses simples. Bah, en fait, ils nous font rire, ils changent des idées, ils nous forcent à, bah, tenir un rythme et moi, c'est les enfants qui m'ont fait tenir pendant ces 17 jours qui étaient pas faciles et c'est grâce à eux que, du coup, j'ai des bons souvenirs aussi. Parce que si, je pense qu'au moment bon, maintenant, quand je repense aux orages et tout, j'en rigole parce qu'après coup, on rigole toujours des choses dont on a eu peur. Mais les bons moments qu'on a eus, c'est l'anniversaire d'Emar qui a fêté ses 3 ans au milieu de l'Atlantique, pour qui on avait du coup organisé une fête, mais du coup lui, il était tellement heureux, enfin et du coup ça nous laisse aussi des bons souvenirs parce qu'ils ont cette simplicité-là, eux, ils ont pas peur. En fait, ils ont pas peur, donc ils se posent pas de questions et du coup, ils veulent vivre leur vie à fond et sans se poser de questions et du coup, nous, aussi on est responsable, on peut pas leur montrer qu'on a peur, bah, on doit se forcer, mais on se faire violence, parfois enfin de se vraiment se forcer et en fait, c'était génial et heureusement qu'ils étaient là. Moi, c'est vraiment c'était ma source d'inspiration, mes enfants, sur ce voyage et particulièrement là, sur cette, traversée-là. Et tu vois, tu nous racontes ça et je pense à une des images que tu as partagées sur, Instagram où, du coup, ton fils, vous lui aviez fabriqué, une sorte de faux kit de plongée avec, en guise de bouteille de plongée, Ouais. une grosse bouteille d'eau. Enfin, la bouteille d'eau est presque aussi grande que lui. Ah oui, je C'est pense, juste, ouais. parce que ça aussi, j'imagine qu'il fallait faire preuve d'imagination pour pouvoir les occuper parce que même si tu avais amené de quoi faire, les journées sont quand même assez longues vu que quand on reste, bloqué comme pour la Ouais. transatlantique, sur le bateau avec rien autour. Oui, parce que sinon, finalement, quand on était en escale, on partait tout le temps en balade, tout ça. Ils étaient à la plage, donc ils étaient quand même, occupés. Puis après, bon, c'est vrai que dans leur chambre, ils avaient plein de jeux et tout ça, mais
Bon, 17 jours, par exemple, je prends toujours l'exemple de la traversée de l'Atlantique, mais 17 jours, effectivement, bah, ils peuvent pas aller, enfin, il y a dehors dans le bateau, mais bon, c'est très restreint et quand les conditions sont pas bonnes, ils sortent pas. Mais du coup, oui, enfin vite, on tourne en rond, quoi. Alors Castille, elle était un peu plus petite, elle avait 7 mois, donc bon, à cet âge-là, ils font quand même des grosses siestes et tout ça. Même Aymar, notre aîné, il faisait des grosses siestes, donc ça nous sauvait quand même. Ils faisaient des bonnes siestes, donc c'était chouette. Mais sinon, c'est vrai qu'il fallait les occuper et bon, faut faire preuve d'imagination, de patience aussi parce que, bah, faut comprendre qu'eux aussi, bah, ils ont quand même des moments où ils en ont marre, où ils sont fatigués. Faut être prêt à accueillir ces moments-là et à se dire: «Bah, oui, ils ont le droit d'être fatigués, nous aussi, mais du coup, on doit aussi, bah, supporter un peu, leur fatigue». Mais du coup, effectivement, on met en place, plein de choses. Alors, on avait prévu plein de choses aussi. On a beaucoup, beaucoup lu d'histoires. Enfin, voilà, je pense que moi, j'ai réappris, le goût un peu de la lecture pour moi, mais aussi peu de lire des histoires à en l'occurrence, là, c'était à Aymar. On a lu énormément de livres, on écoute enfin, on a des enfants qui sont quand même patients. Alors, de fait, ils ont peut-être appris la patience avec ce voyage, mais oui, Aymar passait des heures à écouter sa boîte à histoires. Enfin, voilà. Faut mettre en On a beaucoup cuisiné aussi, Aymar, bon, surtout Aymar, parce que Castille, elle était plus petite, mais Aymar, j'ai passé des heures à faire de la cuisine avec lui et la cuisine, mine de rien, en navigation, ça occupe parce que, comme tout prend 2 fois plus de temps, bah, du coup, ça prend une matinée de faire une salade de riz, par exemple. Non, mais c'est tout bête, mais du coup, voilà, c'est un peu enfin, effectivement, se contenter. On vit vraiment au ralenti. Vraiment, ça, c'est on vit au ralenti, mais c'est très agréable d'apprendre à vivre au ralenti quand on vit dans une société où tout va très vite. Là, on vit au ralenti, on a fait notre salade de riz pendant une matinée. Bon, ça peut faire rire, mais en soi, bon, bah, on est content, puis, bon, après on déjeune et puis voilà, vraiment tout est très lent, mais on profite aussi vraiment des moments simples et comme je le disais tout à l'heure. Et c'est drôle que tu reparles de la cuisine parce que ça m'avait frappé quand j'ai lu l'histoire le livre de ta belle-mère, où d'ailleurs, Tugdual, ton mari, là aussi, alors qu'il avait 8 ans, il cuisinait également vraiment beaucoup, sur le bateau et des fois, c'est lui qui était chargé de faire, les repas donc ça me fait vraiment sourire de voir que voilà, bah, en fait, ton fils aussi a pris, ce goût Ça se à transmet, c'est ça. Là, du coup, Tugdual, c'est un bonhomme de maison parce que grâce à ça, il sait bien cuisiner, il sait faire de la couture, alors que moi, je suis nulle. Donc, il a appris plein de choses sur son bateau et je me dis: «Bah, moi, ça me va très bien» et je suis contente de savoir qu'Aimar, pourra rendre ce service aussi, de savoir cuisiner, de rendre des services, pour faire enfin, il est assez débrouillard, c'est marrant. J'aime beaucoup et puis cette idée de cuisine, elle expliquait dans le livre aussi, en détail que tout bouge et en fait, juste, ne serait-ce que faire bouillir de l'eau, c'est très compliqué. Tu dois souvent mettre en pause ce que tu étais, en train de faire. Enfin, parce que même juste de te redire: «Le bateau bouge», c'est vrai que j'ai aperçu certaines vidéos sur votre Instagram. Alors personnellement, j'ai un petit peu le mal de mer, je pense, Ah oui, bah on n'en a pas parlé, mais il y a des moments où on voit que votre bateau, mais bouge tellement et en fait, effectivement, on voit, ton fils dans un coin qui est en train de jouer avec son Playmobil, et on s'est dit: «Mais comment ils arrivent à vivre alors que» ah non, mais les enfants sont impressionnants. Bon, déjà, nous, on finissait par s'adapter, mais eux, mais même ils dormaient dans des mers où pour le coup, nous adultes, on n'arrivait pas à dormir, dans des mers qui étaient mais qui ça tapait à l'avant et tout et notre fils, il dormait à l'avant, là où ça tape le plus. J'ouvrais sa cabine parce que je pensais pas qu'il dormait. Il dormait à point fermé alors que limite, il sautait en dormant tellement le tapait. Je me suis dit: «Mais les enfants sont vraiment incroyables, quoi» et c'est marrant, mais du coup, en fait, on apprend aussi à enfin, j'ai envie de dire, on vit un peu, en piétinant un peu tout le temps, on apprend à se tenir. Enfin, c'est aussi des réflexes, en fin de voyage, vraiment, on était, plus habitués à la mer, parfois qu'à terre et en fait, c'est des réflexes, qu'on acquiert. Les enfants les acquièrent beaucoup plus vite que nous, mais nous aussi, on finit par s'habituer, hein. Faut pas s'inquiéter. et même ta fille, en fait, au final, elle aura, quand vous êtes rentrés en France, elle avait passé plus de temps, sur l'eau que Mmh. sur terre? Bah, oui, parce qu'elle est rentrée, elle avait, un peu plus d'1 an et quelques, et oui, on est parti ouais, en fait, elle a plus, donc elle, son environnement, c'est le bateau et là, quand on revient là, un exemple tout bête, mais on affronte le froid ici. Elle n'a pas connu parce qu'on a vécu que dans des réchauds chaudes pendant 1 an, elle a pas connu, elle là, je dois lui expliquer qu'il faut mettre des bottes, un bonnet et des gants, alors qu'elle a vécu, pieds nus et en maillot de bain pendant 1 an et demi de sa vie presque. Ça lui va pas du tout. Elle comprend pas en fait et du coup, c'est amusant parce qu'elle c'est elle qui a là, elle apprend un autre quotidien. Bon, elle a vite appris, mais elle apprend un nouveau quotidien, elle, ici en France, parce que son vrai quotidien, c'était plutôt, sur le bateau.
C'est trop drôle. C'est vraiment trop mignon et là, on a parlé des enfants, mais j'aimerais bien, si c'est OK pour toi, te poser quand même quelques questions sur, votre couple parce que, oui, vous avez passé, 1 an, tous les 4 non-stop, mais donc j'imagine que pour son couple aussi, ça doit être une sacrée épreuve. Je te vois sourire. Oui, oui, parce qu'effectivement et ça mérite qu'on en parle parce que, c'est quand même assez particulier, que ce soit avec ses enfants, mais avec son mari. Enfin, en fait, on vit jamais vraiment au quotidien H24 ensemble. Enfin, je veux dire, quand on vit ensemble, enfin, on se voit, bah, généralement le soir en semaine après le travail. Le week-end, alors oui, on est plus ou moins ensemble, mais chacun aussi a ses occupations. En vacances, à la limite, mais c'est une semaine, par-ci ou par-là. Là et pourtant ça fait 10 ans qu'on se connaît, j'ai aussi redécouvert mon mari. Alors sur des bons côtés et parfois des moins bons, mais ça c'est la vie. Dans le sens où, on vit H24 ensemble, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on vit aussi des galères, des moments incroyables, mais aussi des galères qui sont pas faciles. Mais c'est vraiment une source d'apprentissage parce que, ben, on apprend aussi à mieux communiquer. Nous, bah, parfois, c'est pas toujours simple de communiquer. Là, on a appris à communiquer aussi dans l'efficace. Il y a une galère, bah, faut pas se hurler dessus, en fait, faut parler fort parce pour se faire entendre, mais on apprend aussi que, bah, voilà, il faut communiquer efficacement et c'est hyper utile, là depuis on s'en rend compte depuis, notre retour. Mais ouais, on redécouvre aussi et c'est génial parce que, bah, c'est vrai qu'au bout de 10 ans, on peut se dire: «Ouais, c'est peut-être un peu lassant et tout ça». Et en fait, nous, ça a été aussi, ça nous a encore plus soudés, même s'il y a des moments où on a quand même envie on en a marre, on a envie de claquer, «la porte» entre guillemets, de prendre le large. Ça, ma belle-mère le dit aussi dans son livre, c'est qu'il y a des moments où aussi, bah, on en a marre parce que c'est vrai que, bah, être avec l'autre aussi quand nous on est fatigués, on n'est pas bien, c'est pas toujours facile. Mais en fait, moi j'avais quand même toute confiance en Tugal et c'était aussi mon rock, dans le sens où, bah, les moments où ça n'allait pas, moi je savais qu'il était là et bah, je me disais alors du coup, lui il pouvait pas se reposer sur moi. Parfois il me disait ça en rigolant: «Oui, toi tu te reposes sur moi, mais moi je peux pas me reposer» parce que bon, entre guillemets, il me dit: «Je peux pas montrer mes faiblesses sinon tu as peur». Mais moi je me suis encore plus rendu compte qu'il était essentiel dans ma vie dans le sens où, bah, en fait, ouais, enfin vraiment il m'a impressionnée et du coup, je trouve qu'on s'est vraiment redécouvert et du coup on a beaucoup appris l'un sur l'autre et ça c'était très chouette et c'est ce aussi ce qu'on venait et ce qu'on espérait trouver, ce qu'on a cherché, ce qu'on espérait trouver. Mais du coup, c'est une expérience très riche, pas toujours facile, mais très riche, pour grandir aussi en couple, au-delà de grandir en tant que parent et en tant que personne aussi. Parce qu'aussi on apprend aussi sur soi-même et du coup, je pense qu'on est parfois mieux avec soi-même sur certains aspects, ce qui fait que, bah, on est mieux aussi à 2 dans notre couple, quoi. Complètement et après je vais pas parler pour lui, mais j'imagine que tu as dû le bluffer quand même sur, pas mal d'aspects par rapport à tout ce que tu nous dis où, bah, voilà, tu avais pas mal de peur avant de partir, au final tu t'es adapté et lui qui avait ce rêve, très cher, j'imagine que ça devait être super précieux de pouvoir le réaliser avec toi. Bah, je crois qu'en tout cas, il était fier de moi, parce que c'était pas forcément là où aussi il m'attendait. Peut-être que je lui avais tellement dit: «Non, on fera jamais ça» que c'était ancré dans sa tête et le jour où je lui ai dit «oui», il a halluciné et effectivement, je pense qu'il a découvert qu'en fait, bah, oui, là-dessus, je pouvais être, enfin, que j'avais été courageuse et que oui, il était fier de moi. Donc ça, c'est cool aussi. Ça sauve. Et là, on est en train de se rapprocher, tranquillement vers la fin de cet épisode déjà. J'ai l'impression que ça fait que 5 minutes qu'on parle, mais c'est tellement passionnant tout ce que tu nous racontes. Peut-être nous partager, pardon, un 2e coup de cœur par rapport à tes escales? Il me semble que le un endroit en particulier au Portugal t'a beaucoup marqué. Ouais, effectivement, parce que bon, il y avait la Dominique, mais ça, j'ai un peu détaillé tout à l'heure. Sinon, le Portugal, en règle générale, j'ai envie de dire plus précisément les Portugais nous ont frappés par leur accueil et leur sensibilité aux familles aussi. Enfin, en tant que famille, en tant que parents, on s'est sentis vraiment accueillis. Tout est mis en place au Portugal, que ce soit continental ou aux Açores ou à Madère, par exemple. Tout est mis en place pour faciliter la vie des familles, ce qui est très agréable parce que c'est pas forcément le cas en France et on est bien vus en tant que parents et tout ça. Donc ça, je et les Portugais sont d'un accueil, incroyable. Enfin, vraiment, on a beaucoup à apprendre d'eux là-dessus. Donc ça, voilà, le Portugal en règle générale, on a beaucoup aimé le Portugal continental, Madère, mais un gros, gros coup de cœur pour les Açores, qui est un c'est un archipel qui est au large de Lisbonne
où il y a plusieurs îles, donc c'était la dernière étape de notre voyage avant le retour en France et les Açores, alors je pense que dans quelques années, ce sera, la destination touristique, mais c'est maintenant qu'il faut y aller parce qu'il y a pas encore trop de monde, mais ce sont des paysages incroyables. Si on aime la randonnée, il faut foncer là-bas parce que c'est canon. Ouais, des paysages incroyables, enfin sur la mer, mais aussi, nous on a fait des randonnées autour d'anciens cratères de volcans, avec plein de verdure, c'était incroyable. Il y a l'ascension du Pico sur une île aussi qui, ouais, si on est faire une montagne, on peut aussi trouver son bonheur. Il y a des plages, alors c'est plutôt des plages de sable noir, donc faut pas s'attendre non plus à des plages paradisiaques telles qu'on les connaît. Mais on peut aussi se baigner. On a fait pas mal de visites culturelles aussi. Enfin, vraiment, c'est une des enfin, du coup, c'est un archipel qui a beaucoup à offrir, je trouve, sur plein de points et nous, on a pris le goût de la randonnée pendant ce voyage, donc c'était un peu la dernière destination. On a un peu concrétisé un peu notre passion. On a pas mal randonné partout et on trouve que c'est aussi comme ça qu'on découvre un pays et non, ça a été un gros coup de cœur et puis encore une fois, l'accueil des alors je sais plus comment on dit, mais bon, en tout cas, bon, des Portugais, on va dire, était vraiment frappant et vraiment on a adoré. On a passé 3 semaines là-bas, un peu sur chaque île et ça nous a, ouais, vraiment marqué. On aimerait bien y retourner, pour finir parce qu'on n'a pas pu faire toutes les îles, donc on aimerait bien un jour, pouvoir retourner pour découvrir les autres îles qu'on n'a pas pu découvrir. C'est vrai que j'ai vu passer des images et ça a l'air juste incroyable à regrouper, tellement de variétés de paysages, ça a l'air incroyable et tu parlais de randonnée, je me demande si du coup aussi vous les appréciez pas encore plus, quand vous retrouviez la terre en fait après être, restés autant en mer de se dire: «Ah c'est bon je retrouve la terre ferme, je vais aller marcher, marcher». Parce qu'il me Ah semble que ouais. c'est mon fils, sur le retour, il lui tardait qu'une chose, c'est de pouvoir aller courir partout. Bah, ouais, parce qu'en fait, enfin, ouais, quand on arrivait à terre, on n'avait qu'une envie, c'était de partir faire 15 entre guillemets, pas de plus voir le bateau, mais on avait envie de quitter le bateau qu'on avait aussi bien vu quand même pendant, bah, par exemple 17 jours, mais ça pouvait être aussi 4 jours ou un peu moins. Mais vraiment, on voulait, puis le but, c'était vraiment de découvrir le pays, donc on prenait nos porte-bébés, nos sacs à dos, notre pique-nique et on partait toute la journée, on revenait tard et tout ça. Mais le but, c'était vraiment d'aller se défouler et puis d'aller découvrir, la culture, le pays dans lequel on arrivait et on avait vraiment qu'une hâte, et effectivement, c'était d'aller mettre le pied à terre et puis, on revoyait le bateau, hein, on prenait une petite pause, on va dire. Et ça, donc ces îles au Portugal, c'était, sur la fin. Comment ça s'est passé votre, retour? Parce que j'imagine que ça doit être un véritable chamboulement après avoir passé, 11 mois à découvrir de nouveaux paysages, des nouvelles îles, toutes les semaines, d'être un petit peu dans votre bulle, même s'il y avait, comme tu nous expliquais, toutes ces communautés qui ont l'air, incroyables, qui se tissent au fil, des jours. Ça a dû être un sacré, chamboulement, en fait. Ouais, le retour est difficile, il est génial parce que, on en plus, nous, on est rentrés début juillet, donc il y avait encore du soleil, on a retrouvé nos familles, on était contents de rentrer. Donc ça, c'était quand même, voilà, de belles retrouvailles et on était, contents d'avoir d'autres projets à terre et tout ça. Mais le retour est dur. Alors ça, mes beaux-parents nous l'avaient beaucoup dit, nous avaient dit: «Anticipez votre retour, ayez un peu d'autres projets quand vous allez rentrer parce que, voilà, on se prend un peu une claque». Et là, en plus, maintenant qu'on est un peu dans le creux de l'hiver, c'est pas toujours facile. Surtout qu'on a l'impression de rentrer, surtout passer l'été, parce qu'après c'est les vacances. Enfin, avant c'était les vacances, donc je trouve que le quotidien pour tout le monde est un peu différent. Mais là, depuis la rentrée, j'ai l'impression qu'on est rentré que, entre guillemets, nous, on avait vécu quelque chose d'hyper fort qui nous a fait beaucoup grandir. On a fait un grand bond, on va dire, dans notre vie et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais dans le sens où la vie, bon, c'est sûr qu'elle a pas mais tout comme dans un an, notre vie, elle aura peut-être pas trop bougé non plus, mais je veux dire la vie, elle avait pas trop bougé pendant qu'on n'était pas là et on a l'impression qu'on est revenu, mais tout le monde faisait comme si de rien n'était. Mmh. Et du coup, alors que nous, on a vécu des trucs, forts et voilà, et on a appris, et on s'est remis en question sur plein de choses, on a changé sur nos habitudes, sur notre vision de la vie, des choses, tout ça. Et on a l'impression qu'il faut refaire, dans notre quotidien la même chose que ce qu'on faisait avant. Alors que, bah, nous, c'est pas possible. Et c'est vrai que on se sent parfois un peu en décalage dans des discussions ou dans des situations et bon, c'est un apprentissage aussi pour nous de revenir, de garder ce qu'on a appris et tout ce qui nous a fait grandir, nos apprentissages, mais de les amener dans notre quotidien. Donc c'est un travail qui va se faire un petit peu au fur et à mesure. Mais ce qui est très bien, c'est qu'on a changé nos habitudes sur plein de choses, enfin, je trouve que, par exemple, exemple tout bête, mais on parlait de la consommation d'eau tout à l'heure.
Moi, j'ai beaucoup plus conscience maintenant, de ce qu'on a besoin de consommer nécessairement et de ce qui est un peu superflu et auquel on ne faisait pas attention. Voilà, ça c'est ancré dans nos habitudes et on veut pas que ça change et on fera attention pour que ce qui nous a marqué reste. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas le retour est pas simple, là encore plus dans le creux de l'hiver, je trouve que réapprendre à vivre avec le froid et tout ça, alors qu'on a vécu un an au soleil, c'est un peu rude. Et puis surtout, on a ouais, c'est ça, c'est que parfois j'ai l'impression que ce voyage n'a pas existé dans le sens où, bah, tout le monde passe rapidement à autre chose, mais nous, on a envie de rester là-dedans et en même dans ce voyage et en même temps, il faut aussi qu'on aille vers d'autres choses parce qu'on peut pas vivre que dans le passé et il faut garder le bon et puis, ces beaux souvenirs, mais il faut avancer. Donc on s'est un peu donné tout un tas de projets comme à notre habitude, mais un peu 1000 projets, peut-être un peu trop, mais pour vraiment aller de l'avant, et puis, pas trop être dans cette nostalgie en fait du voyage, quoi. Et quand tu dis que ça a changé pas mal de choses, sur votre vision de la vie, donc là tu parlais par exemple, par rapport à votre consommation, tout ce qui est cette simplicité dont on parlait. Est-ce qu'il y a peut-être des points qu'on n'a pas encore évoqués que tu aimerais nous partager sur, ce que ça a changé en toi, à ce retour? Bah, j'ai envie de dire, comme prise de conscience et comme vision de la vie aussi, bon, c'est très là, c'est un peu vague ce que je vais dire, mais c'est la liberté. Enfin, je me suis rendu compte que pendant cette année, on était, assez alors on a des contraintes quand même, on a pas mal de contraintes de galères techniques, de météo et cetera, mais on est quand même très libre. Enfin, dans le sens sentiment de liberté, on est en plein milieu de l'océan, on est face, à tout et à rien en même temps et on a une liberté infinie, en fait et on se dit: «Mais pourquoi est-ce que» et on se rend compte qu'on peut réaliser des belles choses et on se dit: «Mais en fait, pourquoi le projet que je garde depuis si longtemps dans ma tête, je le réalise pas finalement? Enfin, qu'est-ce qui m'empêche? La vie est courte». Non, mais c'est des phrases un peu bateau, mais en fait, moi, j'ai pas mal réfléchi, surtout quand dans les nuits en mer, on est un peu seul face à soi-même et en fait, on a l'impression qu'aussi tout est possible et du coup, quand on est revenu en France, on voulait aussi fracturer un peu avec, notre vie d'avant. On vivait, en banlieue parisienne, dans un appartement et tout ça et il était hors de question, enfin, je pense on avait très vite compris tous les 2, mais hors de question de pas qu'on enfin, je veux dire, notre vie d'avant était géniale, mais on est revenus différents et il était hors de question de revenir dans un appartement sans extérieur avec les enfants. Moi, je n'envisageais pas de faire vivre mes enfants dans un appartement alors qu'ils avaient connu le ouais, la une liberté, même si on était dans un petit habitac, ouais, il y avait tellement de choses autour de nous et du coup, on a décidé de partir s'installer à la campagne, donc pas très loin de en Normandie, mais du coup, pour ouais et vraiment, je sens que je suis plus en phase et j'aurais jamais fait ce choix-là, je pense avant de partir. C'est que c'est venu aussi enfin, on avait besoin de ce sentiment de liberté, ce sentiment d'être face à des champs, être un peu aussi tranquille, seul, loin de aussi de l'agitation, pour aussi réapprendre à vivre, un peu dans cette société où tout va vite. Mais du coup, oui, je pense que ça nous on a pris goût à la liberté et on a envie de se laisser libre aussi de s'engager dans des choses dans lesquelles on se serait pas engagé avant. D'autres projets, là, on est en train de s'engager dans un projet aussi de rénovation d'une grande maison de famille, qu'on est en train de racheter et c'est un nouveau projet, qui va se faire sur plusieurs années. Mais bon, c'est cool parce que ça nous occupe. Mais du coup, on s'est dit: «Ouais, c'est la liberté de s'engager dans des choses, ouais, qu'on n'aurait pas saisies ou qu'on n'aurait pas fait comme ça avant, en fait. Et j'allais vous demander, est-ce que, vous pensez déjà aussi à repartir en bateau? Bah, forcément, hein, c'est la question que tout le monde nous pose et puis depuis qu'on est revenu, effectivement, on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Après, je pense qu'il faut rester aussi très, réaliste. Bah, déjà, il y a enfin, pratico-pratique, hein, mais il y a des contraintes de budget. Enfin, je veux dire, nous, on s'était donné le budget pour un an, et on était contents de rentrer. Bah, il faut aussi retravailler, parce que ce voyage-là, c'est pas aussi la vraie vie, enfin, dans le sens où c'est un bel apprentissage dans une vie, mais c'est pas la vie non plus. Parce qu'on était aussi loin des problèmes, de nos familles, tout ça. Nous, on a toutes nos attaches en France et donc ça faisait sens de revenir en France, parce que, bah, on a d'autres projets et puis qu'on voilà, on se voyait pas, partir, à ce moment-là dans notre vie, en tout cas pendant plus longtemps. Mais c'est sûr que peut-être que ça sera ou peut-être pas, mais on nourrit toujours, peut-être le projet de repartir, dans quelques années, voilà, peut-être sur quelque chose de plus long, de plus court ou peut-être de faire ça, 3 mois enfin par-ci par-là. Enfin,
forcément, on a envie. Maintenant, on reste aussi, un peu réaliste et on verra voilà, c'est un peu ce qui nous ce qui nous amène, ce qui nous attend aussi et puis, bah, voilà, là, on a un projet de rénovation, mais après quel sera le prochain, je sais pas, mais c'est sûr que là, comme ça, on aimerait bien pouvoir repartir. C'est juste qu'il faut, il y a d'autres choses aussi qu'on doit gérer donc voilà. Je comprends. Et quand tu repenses à cette aventure, est-ce qu'il y a un souvenir qui vient tout de suite, dès qu'on te pose une question sur ce voyage? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu chéris vraiment en souvenir? Et ben, si je dois choisir un souvenir marquant, on va me dire ça tourne un peu tout autour de cette traversée de l'Atlantique, mais c'est l'arrivée, en en Martinique après 17 jours, difficiles et un peu d'isolement. Mais c'est la fierté qu'on a ressentie, je pense en tant que parent, Juliane en tant que capitaine, moi en tant que moi et en tant que maman et en tant que voilà, en tant que co-skipper, mais c'était la fierté de se dire: «On en a rêvé». On par moments, on nous a enfin, si on écoutait les autres, on n'avait plus envie d'y aller parce que, bah, les inquiétudes des autres, parfois, bah, on les absorbe et du coup, on n'a plus envie de se lancer. Mais on s'est dit: «On est content d'avoir voulu y croire et de s'être fait confiance» et on était tellement fiers, en arrivant d'avoir réussi ça avec nos enfants et d'avoir réussi à vivre ça ensemble et avec nos enfants et ouais, cette vision de la terre qu'on n'avait pas vue pendant 17 jours, en fait, mais c'était incroyable. Je pense que je suis restée comme ça des heures à regarder, le paysage comme ça en me disant: «Mais c'est lunaire, ça fait 17 jours qu'on voit rien, on n'a rien vu, on a dû, tu sais, au loin, très au loin, voir deux paquebots ou 2, enfin ou 2 voiliers», mais ouais, c'était incroyable le sentiment aussi et c'est chouette aussi d'arriver à se dire qu'on peut être fier de soi. Enfin moi, je me suis dit, bah, je suis fière et en fait, et on s'est pas caché de se dire qu'on était fiers de nous parce que c'était un vrai challenge et on était très fiers de l'avoir relevé et du coup, c'est encore plus motivant pour entreprendre d'autres choses dans la vie, en règle générale. Beh, merci de nous le confier et c'est vrai que je ressens toute ton émotion et je suis aussi émue, comme parce que je vois vraiment, l'image. Donc merci de nous le livrer et peut-être pour conclure, est-ce que tu aurais un message à faire passer à l'audience, que ça soit un conseil, un apprentissage? C'est vraiment là, libre à toi. Et ben, du coup, ça va un peu dans le prolongement de ce que j'étais en train de dire, mais enfin, c'est oser, enfin, il faut se lancer aussi quand on a des rêves, des rêves, mais que ce soit pas enfin, je parle plus largement, pas forcément de voyage ou d'aventure, mais parfois ça peut être un projet qu'on a en tête depuis quelque temps, des plus petits projets ou des plus gros, mais il faut oser se lancer, avoir confiance en soi et de se dire que, bah, en fait, entre guillemets, ben, enfin, rien ne peut nous arrêter. Alors oui, il y a toujours, on peut toujours, entendre les réflexions, les remarques aussi un peu autour de nous, mais il faut se faire confiance et bah, au pire, enfin, entre guillemets, «au pire, ça marche pas» et voilà, mais il faut oser se lancer et même avec des enfants, enfin, là, je reviens un peu plus sur notre aventure, mais les enfants ne sont pas un frein. Les enfants sont une chance et nous, ils nous ont ouvert plein de portes pendant ce voyage et on n'aurait pas vécu les choses, de la même façon s'ils n'avaient pas été là. Alors oui, il y a des choses qu'on aurait peut-être pu faire, qu'on n'a pas pu faire parce qu'on avait des enfants, mais bon, ça, on était partis avec l'idée de, bah, on part avec nos enfants, donc on en a aussi un peu conscience. Mais les enfants, oui, ont beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre et il faut être à leur écoute là-dessus parce qu'on peut grandir grâce à eux. Il y a pas que nous, on doit les faire grandir en tant que parents, on a des choses à leur apprendre, mais eux aussi à l'inverse et oui et c'est les enfants, voilà, ne sont pas un frein dans une aventure et il faut pas se restreindre ou se poser trop de questions parce qu'on a des enfants, parce qu'eux s'adaptent et ils sont faciles donc voilà. Beh, parfait. Beh, écoute, merci beaucoup Ambeline. C'était, fantastique de pouvoir échanger. Je pense que Bah, avec joie, enfin, merci. je le dis, très souvent dans les épisodes, mais c'est vrai que je pense que j'aurais eu des questions à te poser pendant encore 1 heure, que tu as encore plein de choses à nous raconter. Mais, encore merci en tout cas d'être, venue sur le podcast et puis on va guetter, vos actualités. J'imagine que tu as peut-être des projets pour parler un petit peu de cette aventure? Ouais et ben, effectivement, il y a des projets qui sont en construction, donc ça prend bon, comme le retour est un peu difficile, voilà, ça prend un peu de temps, mais je suis en train de mûrir effectivement le projet, enfin, je suis dessus carrément, d'écrire un livre sur,
l'organisation de la vie et la cuisine à bord. Enfin l'organisation enfin comment bien s'organiser pour cuisiner à bord. Donc, je suis sur la rédaction, enfin pour l'instant un peu le regroupement de toutes les idées que j'ai. Mais c'est quelque chose en fait qui alors c'est vrai que j'ai fait le choix de plutôt m'orienter sur un livre de cuisine parce qu'après je me questionnais un peu sur la légitimité de raconter notre histoire, enfin dans un livre un peu comme a fait ma belle-mère, je me suis dit: «Qu'est-ce que ça peut apporter réellement?» Je savais pas trop et puis comme j'enregistre des podcasts, je me dis que c'est un autre format mais qui me plaît vraiment. Donc là, je voulais, me concentrer sur la rédaction d'un livre un peu plus pratico-pratique pour, mais du coup qui intéressera peut-être plus les personnes qui partent en bateau. Ou même pour des petites croisières, mais du coup, ouais, c'est vraiment comment bien s'organiser à bord, c'est son intendance, le rangement, l'anticipation des recettes, toutes les contraintes, comment on peut les gérer, les astuces et cetera et après donner des idées de recettes. Je suis pas chef cuistot, mais des idées de recettes simples pour un petit peu, pour donner des idées et puis des recettes qui soient faisables surtout en mer par toutes circonstances. Et comme tu le disais, vu qu'il y a de plus en plus de familles qui se lancent dans une telle aventure, je pense que tu auras beaucoup de personnes, Et j'espère que ça pourra intéresser, le plus grand nombre en tout cas. on te le souhaite. Encore merci pour, ton partage, tout ce que tu as pu transmettre à l'audience et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.